Dans une prison fédérale, les portes d'acier sont censées mettre fin au pouvoir d'un homme. Les murs sont censés couper sa voix, sa portée, son contrôle. Mais à Los Angeles, une cellule de prison serait devenue tout autre chose, un centre de commandement caché où les ordres circulaient par des murmures, des visites, un langage codé et la peur. Frank Puppet. Martinez était enfermé, mais les rues continuaient d'écouter. Pour comprendre comment une cellule de prison pouvait atteindre les rues de Los Angeles, il faut comprendre le type de pouvoir que représentait Frank Puppet, Martinez. Il n'était pas simplement un détenu de plus en train de purger sa peine, et il n'était pas seulement un nom de plus enfoui dans un dossier fédéral. Selon les procureurs fédéraux et les documents judiciaires décrits dans l'affaire, Martinez était lié à la clique Columbia Lil Seacos du gang 18th Street, un groupe opérant autour de Westlake et de MacArthur Park, où la peur pouvait être transformée en argent et où la loyauté pouvait être imposée à distance. Dans le monde extérieur, un chef de gang peut être surveillé, suivi, défié ou tué. Mais en prison, ce même chef peut devenir quelque chose de plus dangereux, un symbole. Son corps est enfermé, mais sa réputation circule librement. Chaque année passée derrière les barreaux peut le faire paraître plus engagé, plus intouchable, plus important aux yeux des jeunes hommes qui essaient encore de faire leurs preuves dans la rue. C'était la contradiction troublante au cœur de l'histoire de Martinez. Le système l'avait déjà retiré de Los Angeles, et pourtant son nom continuait d'avoir du poids à Los Angeles. Ses ordres n'avaient pas besoin d'être criés au coin d'une rue. Ils pouvaient être transmis discrètement, traduits par un langage codé, répétés par des messagers de confiance et exécutés par des personnes qui comprenaient parfaitement ce que refuser pouvait leur coûter. Ce n'était pas un pouvoir construit sur la liberté. C'était un pouvoir construit sur la peur, la discipline et la conviction qu'un homme dans une cellule pouvait encore décider de ce qui se passait au-delà des murs. Et si Martinez ne pouvait plus marcher lui-même dans MacArthur Park, il n'en avait pas besoin. La vraie question n'a jamais été de savoir s'il pouvait sortir de prison. La question était de savoir combien de personnes, à l'extérieur, étaient encore prêtes à bouger quand il parlait. MacArthur Park n'était pas seulement un lieu dans cette histoire. C'était l'endroit où un pouvoir invisible devenait un dommage visible. En surface, c'était un quartier animé de Los Angeles. Plein de mouvements, des stands de nourriture, de petits vendeurs, des travailleurs essayant d'étirer le revenu d'une journée pour survivre jusqu'à la suivante, des familles passant dans des rues qui semblaient ordinaires à quiconque ne connaissait pas les règles cachées en dessous. Mais selon le dossier construit autour de la clique Columbia Lil Seacos, ces rues portaient une autre économie sous l'économie légale. Une économie où la peur fonctionnait comme un loyer et où le silence devenait le prix à payer pour faire des affaires. Les trafiquants de drogue qui voulaient opérer dans le secteur étaient censés payer. Les vendeurs de rue, dont beaucoup essayaient simplement de gagner leur vie, étaient poussés à verser de petites sommes hebdomadaires qui paraissaient mineures sur le papier, mais qui pesaient lourd lorsque chaque dollar comptait. 50 $ d'un stand, 100 d'un autre, un pourcentage des ventes de quelqu'un d'autre. Chaque paiement était assez faible pour être collecté discrètement. Mais ensemble, ils formaient un flux constant de contrôle. C'était le cruel génie du système. Ils n'avaient pas besoin de détruire tout le monde d'un seul coup. Ils devaient seulement rappeler à chacun, semaine après semaine, que refuser était dangereux. Pour le gang, l'argent était une preuve d'autorité. Pour les personnes qui payaient, l'argent était la preuve que leur propre quartier ne leur appartenait plus entièrement. Un vendeur pouvait se lever avant le lever du soleil, préparer de la nourriture, transporter des fournitures, rester debout toute la journée sous la chaleur et savoir malgré tout qu'une partie de ce qu'il gagnait pouvait être prise par quelqu'un qui n'avait fait aucun de ses efforts. Et derrière ce collecteur au coin de la rue se trouvait une autre couche, et derrière cette couche une autre encore, jusqu'à ce que la peur finisse par remonter vers des hommes qui ne se tenaient même plus dans la rue. Voilà pourquoi l'influence de Martinez comptait. Son pouvoir ne se mesurait pas seulement à ce qu'il faisait personnellement. Il se mesurait au nombre de vies ordinaires qu'une structure prétendant parler en son nom pouvait écraser. MacArthur Park est devenu plus qu'un quartier. Pour beaucoup de personnes piégées dans cette pression, il est devenu une prison sans mur. Et lorsqu'un lieu atteint ce point, une question devient impossible à éviter. Si les gens doivent payer simplement pour exister dans leur propre rue, qui contrôle réellement les lieux? Une visite en prison est censée être l'un des rares moments humains
qui reste dans un endroit conçu pour retirer l'humanité. Une épouse vient voir son mari, s'assoit face à lui sous des lumières dures, parle sous la pression des caméras, des gardiens, des règles et des limites de temps. Pour quelqu'un qui observe de loin, cela peut sembler douloureusement ordinaire. Mais dans l'affaire Martinez, les procureurs ont décrit ces visites comme quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un pont entre une cellule verrouillée et les ruses à l'extérieur. Jani Garcia, connue dans cette histoire sous le nom de La Señora, n'a pas été présentée comme une simple visiteuse. Elle est devenue, selon la théorie du gouvernement, l'un des moyens par lesquels l'influence de Martinez pouvait franchir les murs de la prison sans qu'il ait jamais à toucher un téléphone dans la rue. Le danger ne résidait pas toujours dans ce qui était dit directement. Il résidait dans ce qui pouvait être caché dans des mots ordinaires. Une remarque sur la collecte du loyer pouvait signifier une pression exercée sur une nouvelle personne dans le quartier. Une phrase sur le fait de nettoyer les choses pouvait porter un sens plus sombre. Une mention selon laquelle quelqu'un avait besoin de médicaments pouvait être comprise par le bon auditeur comme quelque chose qu'aucun médecin ne fournirait jamais. C'était la force du langage codé. Il permettait à une conversation de paraître presque normale, tout en transportant des instructions que les personnes à l'extérieur savaient interpréter. La salle des visites rendait cette contradiction encore plus froide. Tout dans cet espace était conçu pour surveiller, limiter et contrôler. Pourtant, si le message était assez subtil, si les mots étaient assez familiers, si la personne qui les recevait savait quoi retenir et à qui le répéter, le mur entre la prison et la rue devenait plus mince que quiconque ne voulait l'admettre. C'est ce qui rendait le système si difficile à arrêter. Martinez n'avait pas besoin d'écrire un ordre explicite. Il n'avait pas besoin de prononcer chaque nom d'une façon qui semblait suspecte. Dans un monde construit sur la peur et le sens partagé, une phrase vague pouvait voyager plus loin qu'un ordre crié. Et lorsque cette phrase atteignait MacArthur Park, elle ne restait pas une phrase. Elle devenait pression, argent, punition ou panique. Ainsi, la partie la plus troublante de ces communications carcérales présumées n'était pas qu'elles se soient produites en secret. C'était qu'elles pouvaient se produire à la vue de tous, dans une pièce que tout le monde croyait surveiller. Mais la porte la plus dangereuse de cette histoire n'était pas une ruelle, un téléphone caché ou un message chuchoté entre membres de gang. C'était une porte propre, une porte légale, protégée par le système lui-même. Car lorsqu'un avocat entre dans une prison pour rencontrer un client, cette rencontre bénéficie d'un niveau de confidentialité que les visiteurs ordinaires n'ont pas. Cette protection existe pour une raison. Sans elle, la justice ne peut pas fonctionner. Mais lorsque cette protection est détournée, il devient presque impossible de voir où s'arrête la défense légale et où commence la communication criminelle. Et c'est pour cela que le personnage suivant dans cette affaire a tout changé. Il n'est pas arrivé avec l'apparence d'un soldat de rue. Il est arrivé avec une licence d'avocat, un titre professionnel et un accès que la plupart des gens ne pourraient jamais obtenir. Isaac Gillian est entré dans cette histoire du côté du système qui était censé se tenir au-dessus de la rue. Il n'était pas un jeune membre de gang essayant de faire ses preuves au coin d'une rue, et il n'était pas un collecteur traversant MacArthur Park pour exiger de l'argent à des personnes qui pouvaient à peine se permettre de le perdre. Il était avocat, quelqu'un disposant d'un accès professionnel, d'une crédibilité juridique et du type de confidentialité que le système judiciaire protège parce qu'il doit le faire. Le secret professionnel entre avocat et client est l'un des fondements d'une défense équitable. Il permet à une personne accusée ou condamnée pour un crime de parler honnêtement avec son conseil sans craindre que chaque mot soit remis au gouvernement. Mais dans l'affaire Martinez, les procureurs ont affirmé que cette même protection était devenue un bouclier pour quelque chose de bien plus sombre. Gillian a été accusé d'avoir utilisé son accès légal non pas simplement pour discuter d'appels ou de stratégies judiciaires, mais pour aider à faire circuler des informations, des instructions et de l'argent liés aux opérations du gang. C'est ce qui rendait son rôle si dommageable. Un messager de rue peut être fouillé, un appel téléphonique peut être enregistré, un visiteur ordinaire peut être étroitement surveillé, mais un avocat entre par une porte différente. Et lorsque cette porte est utilisée à mauvais escient, le système est forcé d'affronter l'une de ces questions les plus inconfortables. Comment protéger les droits constitutionnels sans permettre à un réseau criminel de se cacher derrière eux?
Selon le dossier, plus d'1 million de dollars provenant du trafic de drogue et de l'extorsion seraient passés par des comptes liés à Gillian, et les enquêteurs ont décrit des visites répétées en prison qui auraient aidé à maintenir la communication entre Martinez et les personnes à l'extérieur. Que le message concerne l'argent, la discipline ou le contrôle, le résultat était le même. L'homme dans la cellule avait encore de la portée. Voilà pourquoi l'implication présumée de Gillian était plus qu'une corruption personnelle. Elle révélait une faiblesse dans la frontière entre la prison et le monde extérieur. Le gang n'avait pas besoin de briser le mur lorsque quelqu'un ayant la permission pouvait le traverser. Et pour les personnes vivant sous pression à MacArthur Park, la différence entre un soldat de rue et un professionnel en costume n'avait peut-être pas d'importance. Si les deux aidaient la même machine à continuer de fonctionner, les deux devenaient une partie de la peur. Pendant des années, cette machine a survécu parce que chaque pièce jouait son rôle. Le chef en prison, la visiteuse de confiance, le gardien légal du passage, les collecteurs, les jeunes hommes en quête de statut et les personnes ordinaires trop effrayées pour refuser. Mais finalement, quelqu'un a refusé. Et toute la structure a commencé à trembler autour d'une seule demande, 50 dollars. Tout système construit sur la peur dépend d'une règle. Les gens doivent croire que dire non est plus dangereux que se soumettre. À MacArthur Park, cette règle avait été répétée si souvent qu'elle faisait partie de l'air. Un collecteur pouvait approcher un vendeur, exiger de l'argent et s'attendre à une réponse automatique. Non pas parce que le vendeur était d'accord, non pas parce que l'argent était juste, mais parce que le refus pouvait entraîner des conséquences qu'aucune personne qui travaille ne voulait affronter. Puis Francisco Clemente a atteint le point où la peur et l'épuisement se sont heurtés. Selon le récit de l'affaire, lorsque le collecteur est venu réclamer un petit paiement, Clemente a refusé. Sur le papier, il s'agissait de 50 dollars. Dans la réalité, c'était bien plus que cela. C'était un homme disant qu'il en avait assez d'être taxé par des personnes qui n'avaient aucun droit de le taxer. C'était un père, un travailleur, un membre de la communauté qui résistait à un système ayant transformé la survie en quelque chose qui ressemblait à une permission accordée par des criminels. Mais pour une structure de gang, un refus n'est jamais seulement un refus. C'est un signal. Si un vendeur dit non et survit, d'autres peuvent commencer à se demander pourquoi il paie. Si une personne cesse d'obéir, toute l'illusion du contrôle commence à se fissurer. Voilà pourquoi la réponse est arrivée avec une telle urgence imprudente. Giovanni Mito, ou Macho, décrit comme un jeune soldat de CLCS, a vu ce refus non pas comme un moment humain, mais comme une occasion de prouver sa loyauté et de forcer la rue à retourner au silence. Ce qui a suivi est devenu la blessure émotionnelle au centre de toute l'affaire. La violence destinée à punir Clement ne l'a pas touché, lui seul. Son fils nourrisson, Luis Angel Garcia, âgé de seulement 23 jours, est devenu la vie innocente perdue dans un conflit qu'il ne pouvait jamais comprendre, pour une exigence dont il ne pouvait jamais savoir qu'elle existait. L'horreur de ce détail ne réside pas dans une description graphique. Elle réside dans l'ampleur de l'effondrement moral. Un petit paiement, une rue publique, une famille, un enfant qui venait à peine de commencer sa vie. Soudain, l'économie cachée de la peur n'était plus cachée. Los Angeles a vu ce que ce système coûtait réellement, et la pression des forces de l'ordre s'est intensifiée d'une manière que CLCS ne pouvait pas ignorer. Pour Martinez et les personnes autour de lui, le problème n'était plus seulement l'attention de la police. C'était la chaleur médiatique, l'indignation, les gros titres et la violation de règles que même les organisations violentes comprennent comme mauvaises pour les affaires. Le gang avait construit son pouvoir en faisant peur aux gens ordinaires de dire non. Mais cette fois, un seul refus a exposé toute la machine. Après la mort de Luis Angel Garcia, Giovanni Mito, ou Macho, n'était plus seulement un soldat qui avait agi violemment pour la clique. Il était devenu un risque. Dans la logique de la rue, la brutalité pouvait être récompensée lorsqu'elle protégeait l'argent, le territoire ou la réputation. Mais une violence imprudente qui attirait l'attention fédérale, l'indignation médiatique et le deuil public étaient différentes. Ce genre d'erreur ne renforçait pas l'organisation. Il menaçait de l'exposer. La mort d'un enfant de 23 jours a rendu l'affaire impossible à ignorer, et pour une structure qui survivait dans l'ombre, l'attention était dangereuse. Selon le récit de l'affaire, Martinez et la direction autour de CLCS devaient montrer que ce qui s'était passé n'était pas acceptable. Non pas parce qu'ils avaient soudain trouvé une morale,
mais parce que l'acte mettait en danger les affaires, la hiérarchie et la relation avec une autorité supérieure basée en prison. Dans ce monde, la punition venait souvent des mêmes personnes qui exigeaient autrefois la loyauté. Mito avait tenté de faire ses preuves, mais maintenant le même système qu'il servait se retournait contre lui. Le plan ne lui a pas été présenté comme une punition. Il a été déguisé en fuite. On lui a offert une sortie, une chance d'aller au Mexique, de se cacher, d'échapper à la pression qui se refermait autour de Los Angeles. Pour un jeune membre de gang effrayé, cela pouvait ressembler à une protection. En réalité, c'était un piège. Une fois la frontière franchie, il a été attaqué par des personnes qu'il croyait être de son côté et laissé pour mort dans une zone isolée près de Tijuana. Mais l'histoire ne s'est pas terminée comme ses agresseurs l'attendaient. Mito a survécu. Blessé, abandonné et marqué par l'organisation même qu'il avait servie, il est passé du rôle d'exécutant dans l'histoire à celui de l'un de ses témoins les plus dangereux. Lorsqu'il a finalement coopéré avec les enquêteurs fédéraux, il a apporté quelque chose que les écoutes seules ne pouvaient pas fournir, le sens interne des noms, des ordres, des règles et des relations. Sa survie est devenue une brèche dans le mur du silence. Le gang a tenté d'effacer un problème, mais a au contraire créé un témoin capable d'expliquer la machine de l'intérieur. C'est la trahison au cœur de cette partie. Dans un monde qui prêche la loyauté ne dure que jusqu'au moment où vous devenez un risque. Et une fois que Mito a commencé à parler, la cellule de prison qui semblait si éloignée des rues a commencé à paraître beaucoup plus proche de chaque crime que les enquêteurs tentèrent de prouver. À ce stade, les enquêteurs n'écoutaient plus seulement des noms, ils écoutèrent du sens. Dans une affaire comme celle-ci, la phrase la plus importante n'est pas toujours la plus forte ou la plus évidente. Elle peut se cacher dans une expression qui semble presque inoffensive pour quiconque se trouve en dehors du monde qu'il a créé. C'était le défi auquel faisait face le FBI en travaillant sur des appels de prison, des conversations de rue, des références codées et des fragments de langage qui ne prenaient sens qu'une fois le schéma devenu clair. L'un des exemples les plus glaçants concernait Juan Termite, Romero. Selon le récit de l'affaire, Romero est devenu une autre cible après que les soupçons autour de lui ont grandi, et la phrase associée à lui était aussi étrange que révélatrice. Fumiger le termite. Pour un auditeur ordinaire, cela pouvait sonner comme de l'argot, une plaisanterie ou une parole sans importance. Mais pour des enquêteurs qui essayaient de décoder le vocabulaire de l'organisation, cela suggérait quelque chose de beaucoup plus sérieux. Le danger n'était pas seulement que Martinez puisse prétendument donner des instructions depuis la prison. Le danger était que ces instructions puissent être enveloppées dans un langage conçu pour passer à travers la surveillance avant que quiconque comprenne ce qui venait d'être dit. Au moment où les agents réalisent qu'une phrase n'est pas anodine, la rue est peut-être déjà en mouvement. Romero a senti la pression se refermer. Les personnes autour de lui ont changé. Les invitations semblaient étranges. Les déplacements devenaient un suspect. Puis la tentative est arrivée, et bien qu'il ait été grièvement blessé, il a survécu. Comme Mito avant lui, la survie a tout changé. Dans un lit d'hôpital, confronté à la réalité que l'organisation qu'il connaissait s'était retournée contre lui, Romero a commencé à parler. Il pouvait décrire l'extorsion, la hiérarchie, les canaux de communication et le sens derrière des mots que les personnes extérieures essayaient encore de comprendre. Désormais, l'enquête avait plus que des enregistrements. Elle avait des personnes venues de l'intérieur de la structure pour expliquer comment ces enregistrements s'assemblaient. Et c'est à ce moment-là que le mur protégeant l'opération a commencé à se fissurer d'une manière que Martinez ne pouvait plus contrôler. Une fois que Mito et Romero ont commencé à coopérer, l'affaire a changé de forme. Ce n'était plus seulement une collection d'incidents violents, de rumeurs de rue et de conversations carcérales codées. C'est devenu une carte. Les enquêteurs pouvaient commencer à relier l'argent collecté à MacArthur Park, les ordres circulant par les visites en prison, le rôle des messagers de confiance, le sens derrière les phrases codées et la chaîne de commandement qui rattachait les actions de terrain à des hommes déjà derrière les barreaux. Les procureurs fédéraux n'ont pas traité CLCS comme une poignée de criminels déconnectés. Ils l'ont traité comme une organisation, et c'est là que RICO est devenu si puissant. La loi sur le racket a permis au gouvernement d'affirmer que l'extorsion, le trafic de drogue, les agressions, les tentatives de meurtre et les meurtres n'étaient pas des événements isolés, mais les pièces d'une entreprise criminelle plus vaste.
En 2009, des dizaines de membres et associés présumés ont été visés par un acte d'accusation fédérale. Les chiffres à eux seuls montraient de l'ampleur. 43 accusés inculpés, 37 finalement condamnés, avec des preuves comprenant des écoutes, de la surveillance, des dossiers financiers et des témoignages de personnes qui avaient survécu aux propres tentatives de l'organisation de les réduire au silence. Pour les jeunes hommes qui pensaient simplement suivre des ordres, le tribunal est devenu l'endroit où la loyauté a cessé de sonner comme une force pour commencer à sonner comme une condamnation définitive. Certains ont reçu des peines de prison à perpétuité. D'autres ont perdu des décennies. La même hiérarchie qui avait promis protection ne leur offrait désormais plus rien. Martinez, déjà condamné à la perpétuité, est devenu l'ombre au-dessus de l'affaire. L'homme dont la portée présumée depuis la prison aidait à expliquer pourquoi tant de personnes à l'extérieur perdaient elles aussi leur liberté. La chute d'Isaac Gillian a ajouté une autre couche. L'avocat qui avait franchi des portes légales avec un privilège professionnel a finalement été radié du barreau et condamné à la prison fédérale, montrant que le système avait enfin reconnu à quel point ce rôle était devenu dangereux. Mais même avec les condamnations, il n'y avait pas de victoire propre. Une poursuite peut punir des personnes. Elle peut démanteler un réseau, elle peut exposer comment l'argent circulait et comment les ordres voyageaient. Mais elle ne peut pas rendre la vie à Luis Ángel García. Elle ne peut pas effacer les années pendant lesquelles les vendeurs ont payé par peur. Et elle ne peut pas garantir qu'une autre clique, un autre donneur d'ordre ou un autre messager caché ne surgira pas dans le vide laissé derrière. Le marteau Rico est tombé lourdement, mais le son qu'il a produit n'était pas seulement celui de la justice. C'était aussi un avertissement sur la distance déjà parcourue par l'influence d'une cellule de prison avant que quelqu'un puisse l'arrêter. L'affaire Frank Puppet, Martinez laisse derrière elle une question plus troublante que n'importe quel nom figurant dans l'acte d'accusation. Les murs ont-ils jamais vraiment fonctionné? Une prison peut enfermer le corps d'un homme derrière des portes d'acier, du béton, des caméras et des gardiens. Elle peut lui retirer ses déplacements, sa liberté et sa place dans la rue. Mais cette affaire a montré comment l'influence peut survivre sous une autre forme, à travers la réputation, la peur, les mots codés, les messagers loyaux, les accès corrompus et les personnes à l'extérieur qui croient encore que l'homme à l'intérieur a le pouvoir de décider de leur avenir. C'est pourquoi Martinez ne doit pas être vu comme une figure d'admiration. Il doit être vu comme un avertissement. Le danger n'a jamais été seulement un détenu, une clique ou un quartier. Le danger était un système où des personnes ordinaires à MacArthur Park pouvaient être forcées de payer simplement pour travailler, où l'accès privé d'un avocat pouvait devenir une voie criminelle, où la visite d'une épouse pouvait prétendument avoir plus de poids qu'un appel téléphonique, et où un petit refus pouvait révéler la brutalité cachée sous la surface. Luis Ángel García n'a vécu que 23 jours, et son nom reste la preuve la plus douloureuse de ce que ce système a coûté. Les condamnations ont apporté une punition. Elles ont retiré des personnes dangereuses de la rue. Elles ont montré que le FBI et les procureurs pouvaient démanteler un réseau qui semblait autrefois intouchable. Mais la punition n'est pas la même chose que la prévention. Un tribunal peut fermer une affaire, mais il ne peut pas automatiquement guérir un quartier. Il ne peut pas s'effacer des années de peur. Il ne peut pas changer les conditions qui rendent les gangs puissants au départ. Au final, la partie la plus obsédante de cette histoire n'est pas qu'un chef en prison ait donné des ordres depuis derrière les barreaux. C'est que tant de personnes à l'extérieur de ces barreaux ont continué à écouter. Et si une cellule de prison peut devenir un centre de commandement, alors la vraie question n'est pas seulement de savoir qui nous enfermons. La vraie question est de savoir quel type de pouvoir nous échouons à enfermer avec eux.